Dans ce nouvel épisode de podcast, cette fois-ci, je te parle des minéraux. La dernière fois, je te parlais des formes et des doses des vitamines, pour quels besoins ils étaient utilisés. Maintenant, ça va être le cas avec tout ce qui est calcium, magnésium, zinc et plus encore. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt. Si tu ne me connais pas déjà, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien dans ton mieux-être naturel. Mon but dans ce podcast, c'est de te simplifier efficacement, rapidement et naturellement ton mieux-être. Je ne suis pas un médecin nutritionniste sourd, donc je ne te fais pas des protocoles, des recommandations, des avis ou autres au niveau médical. Si tu as des conditions de santé, je t'invite à aller consulter, surtout si tu as des médicaments ou autres traitements associés pour être sûr que ça soit compatible dans ce que tu vas voir aujourd'hui. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'il y a une grosse différence entre les doses alimentaires et les doses médicinales. Pour certaines vitamines et minéraux, les doses alimentaires sont les doses médicinales, mais règle générale, les doses alimentaires sont, entre guillemets, le minimum pour ne pas tomber malade. Dans certains cas, par contre, il faut que tu fasses attention parce que des excédents peuvent devenir toxiques. L'autre notion à se rappeler, mais cette fois-ci, ça va être beaucoup par rapport aux minéraux, ce qu'au niveau des vitamines, on voyait beaucoup moins. C'est la quantité élémentaire versus la biodisponibilité. Donc, quand je parle d'élémentaire, c'est qu'un minéral, par exemple du magnésium, ça ne peut pas se vendre tout seul. Ça va être chimiquement instable, doit toujours être associé à quelque chose d'autre pour former un sel. Ce sel-là peut être vendu. Maintenant, la question, c'est que dans ce volume-là, quelle proportion c'est du magnésium? C'est ce qu'on appelle la quantité élémentaire. Donc, si tu regardes, par exemple, un magnésium oxyde, à peu près la moitié de la molécule, c'est du magnésium. Si tu regardes des formules comme du magnésium taurate, 8% de la molécule, c'est du magnésium. Mais si tu compares la biodisponibilité, ce qui est la capacité à bien assimiler ton magnésium, bien dans ton magnésium oxyde, par exemple, ça va être bon 3 à 8%, que ton magnésium taurate est hyper bon. C'est facilement 10 fois plus. Une autre mention aussi à rappeler, je verrai en fonction le temps que j'ai, si j'ai le temps d'en parler de bord en bord ou non, de façon légère évidemment, c'est qu'il peut y avoir des interactions autant positives que négatives entre certaines vitamines et minéraux. Et dernier point que je veux mentionner avant d'embarquer directement dans le sujet, c'est que lorsque vous prenez des multivitamines, pour la plupart des nutriments, vous êtes capable d'aller chercher des doses, entre guillemets, médicinales ou du moins alimentaires. Mais si vous regardez des multivitamines en capsule, pour tout ce qui est électrolytes, donc calcium, magnésium, potassium, entre autres, parce que c'est surtout ceux-là en général qu'on va vouloir les se supplémenter, ça prend beaucoup trop de place pour être capable d'en avoir moindrement assez en capsule. Vous pourriez prendre 8 capsules de multivitamines, puis vous n'auriez même pas assez de la dose au niveau magnésium, calcium, potassium. En poudre, des fois, on peut s'en servir, on peut s'en sortir, je veux dire, pardon, mais c'est plutôt assez rare et beaucoup plus dispendieux. Mais déjà, c'est quelque chose de plus complet. Donc, si on saute tout de suite dans le sujet, on peut commencer avec le calcium. Le calcium, on le connaît beaucoup pour tout ce qui est la santé des os. Malheureusement, la problématique, c'est que quand on regarde les études scientifiques de nos jours, en fait, c'est que ça date depuis déjà un bon moment, les études sur les vitamines et minéraux, parce que c'est simple comme molécule. C'est pas une plante qui a comme 18 millions de molécules au travers, j'exagère. Quand j'ai une molécule à étudier, c'est un peu comme en pharmacologie, c'est facile de tasser tous les facteurs autres, les facteurs inconnus qui peuvent affecter les résultats d'une étude. Puis vu que ça coûte pas cher à faire en plus, pourquoi pas? Mais quand on regarde les dernières décennies, les premiers suppléments de minéraux, c'est rarement des formes hyper bien assimilées. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est ce qui s'est passé un peu avec le calcium ici, dans le sens que les 2 formes les plus étudiées, je crois, sont les formes oxydes, parce que, ben, ça prend pas beaucoup de place pour avoir beaucoup de calcium, même s'il est très mal assimilé, ou la forme carbonate. La forme carbonate, c'est une forme qui est beaucoup plus utilisée comme étant alcaline, comme anti-acide gastrique. Mais au niveau intestinal, l'absorption du calcium est très mince. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas t'aider, mais à quel point et à quel point vas-tu le tolérer? C'est la question.
Au niveau de la supplémentation, c'est plus de compléter ce qui pourrait manquer au niveau alimentaire. Donc, au niveau alimentaire, c'est beaucoup des références de 1000 à 1200 mg par jour, puis le thérapeutique, c'est entre 1000 à 1500, ce qui inclut l'alimentation là-dedans aussi. Je fais quelques bémols. Le premier bémol, c'est que dépendant de la situation que tu vis, si tu veux prendre du calcium, il peut y avoir un concept de calcification vasculaire à faire attention. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que beaucoup chez les femmes ménopausées, le calcium va être prescrit pour la santé des os. Cependant, si tu es quelqu'un qui est en mauvaise santé métabolique, qui fait de l'inflammation chronique et autres, certaines études suggèrent qu'après déjà 2 ans, des fois moins, des fois plus, de consommation de calcium en supplément, tu vas être plus sujet à de la calcification vasculaire, donc tu vas te prédisposer davantage à des maladies cardiovasculaires. Cela dit, ce qui est super intéressant, c'est que si on combine avec la vitamine K2, on vient aider à la prévention de la calcification vasculaire. Donc, si quelqu'un est pour prendre du calcium sur une base régulière, la K2 peut être intéressante dans le décor. L'autre point, c'est plus par rapport à la santé des os. J'étais tombé sur une étude hyper intéressante il y a quelques années. Puis, grosso modo, pour la même quantité de calcium quotidienne, il avait comparé à un groupe qui avait atteint ça exclusivement par l'alimentation. Donc, ils mangeaient beaucoup plus de produits laitiers et surtout de végétaux, versus l'autre qui n'ont pas changé leurs habitudes alimentaires et qui se faisaient supplémenter en calcium uniquement. Donc, pour ce qui était de la densité minérale osseuse, les résultats étaient similaires. Cependant, le groupe qui atteignait les niveaux de calcium par l'alimentation avait une résistance des os meilleure. Mais on le voyait surtout quand on arrêtait les traitements, tant au niveau alimentaire que supplément, la résistance osseuse était meilleure pendant bien plus longtemps. Parce que quand tu vas chercher au niveau alimentaire, tu vas chercher d'autres cofacteurs. Donc, entre autres, que la vitamine K, oui, vitamine D, oui, mais tout plein de composants antioxydants, inflammatoires et autres pour promouvoir une bonne santé osseuse. Si on poursuit avec le chrome, c'est un minéral qui va être beaucoup plus populaire chez les gens diabétiques. Il ne sera peut-être pas hypoglycémia, si je peux me permettre le terme, autant et aussi rapidement que, par exemple, de la berbérine ou des fibres ou autres dans le genre, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement assez bien toléré et ça a quand même un impact intéressant pour le prix. C'est beaucoup les formes picolinates qui sont sur le marché. Ah, j'ai oublié de mentionner, c'est vrai. Je reviens sur le calcium. Le calcium, il y a deux formes qui vont être super intéressantes à considérer. Soit ça va être le calcium bisglycinate, ou des calciums d'algues. Ceux-là, ils offrent quand même une bonne source de calcium tout en étant bien assimilés. Dans de rares cas, vous allez voir du calcium plus des formes acidifiantes comme lactate ou citrate. Donc, pour les gens qui sont fragiles de l'estomac, ça va être des formes qui vont peut-être moins bien assimiler que bisglycinate ou d'algues, mais ils vont très bien tolérer au niveau digestif. Donc, si je reviens au niveau du chrome maintenant, le chrome, c'est beaucoup des formes picolinates qu'on retrouve sur le marché. Il y a quelques petites exceptions, exemple avec le brevet FTG qui, grosso modo, ils ont enrichi des levures qui ont cultivé. Ces levures-là, ils ont multiplié le chrome. On va dire ça de même. Donc, c'est des formes plus de niveau alimentaire. D'ailleurs, parlant alimentaire, les doses alimentaires de chrome, c'est vraiment pas grand-chose. On parle entre 25 à 50 microgrammes par jour. Pour les effets médicinaux, c'est souvent entre 200 à 1000 microgrammes. Certaines compagnies vont vendre plus, mais c'est beaucoup ces dosages-là, dans cet écart-là, qu'il y a le plus d'études scientifiques. C'est sûr que le 1000 va être un peu plus fort que le 200, mais n'empêche que la différence va être quand même plus modeste. Déjà, à partir de 200, on voit déjà des bons résultats. Je dis des bons résultats, mais je parle évidemment chez des gens diabétiques, par exemple. Donc, il y a des classes de gens, par exemple, si c'est des personnes âgées ou des jeunes, les résultats vont varier. Par exemple, chez les personnes âgées, l'absorption intestinale du chrome va diminuer. Donc, chez ces gens-là, autant ça peut être conseillé par certains auteurs, mais par contre, ça se pourrait que tu aies besoin de plus grandes doses pour compenser. Et quand j'ai plus grande dose, on devrait surtout entendre dire fréquence.
Donc, ce n'est pas de dire je vais passer de 1000 à 2000, mais ce serait peut-être de séparer ton 1000 microgrammes en deux doses de 500, par exemple. Sinon, pour ça, avec le cuivre. Le cuivre, c'est quelque chose qu'on y pense moins. Règle générale, on va y penser dans deux contextes. Soit par rapport au zinc, soit par rapport au fer. Je vais en glisser un mot tantôt davantage plus par rapport au zinc, mais c'est que si je prends trop de zinc, je peux venir débalancer mon cuivre et l'inverse possiblement également. Pour le fer, le cuivre va être impliqué dans le métabolisme du fer, à condition que je reste dans des doses entre guillemets optimales. Si je donne un excédent de cuivre, je pourrais nuire à la job du fer. Donc, c'est rare en général qu'en dehors de ces deux contextes-là, quelqu'un va me demander en magasin, par exemple, du cuivre. En plus, c'est rare les compagnies au Québec qui vendent du cuivre seul. En fait, je dis cuivre au Québec, mais en fait, c'est au Canada même. Il y avait une compagnie avec qui on faisait plus affaire, puis ils sont en rupture de stock depuis quasiment 2 ans. Puis je pense qu'il y a une compagnie au Québec qui vend du cuivre tout ça, puis les autres, je me demande si c'est pas dans les autres provinces. Donc, c'est souvent, le cuivre va être mélangé à d'autres vitamines et minéraux. Puis les formes qu'on retrouve habituellement, ça a des formes citrates ou bisglycinates. Donc, ils sont quand même assez bien tolérés, ceux-là. Ça, c'est pas un souci. Pour les doses alimentaires, souvent, on va parler de 900 microgrammes par jour, mais les doses thérapeutiques vont souvent varier entre 2 à 10 milligrammes par jour. Une autre utilité du cuivre que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'il va t'impliquer dans la synthèse du collagène. Donc, ce qui veut dire que quand tu veux faire du collagène, que ce soit au niveau de la peau, des os ou des tendons, peu importe, tu as besoin de certains nutriments pour faire en sorte que ton collagène soit bien fabriqué, bien fixé, bien protégé, etc. Donc, entre autres, on peut penser à la vitamine C, à la silice, mais également au cuivre. Tantôt, je mentionnais de surveiller le rapport zinc-cuivre. Je vous en parle tantôt quand je vais être rendu au zinc. Tout simplement. Si on va sur le fer, que j'ai glissé un mot par rapport au cuivre tantôt, le fer va être très commun pour tout ce qui est anémie. Plus particulièrement chez les femmes enceintes où est-ce que les doses vont être plus grandes en général. Ou chez les femmes qui ont leur cycle menstruel de façon très abondante, qui perdent beaucoup de sang. Ou aussi, comme dernière option, ça arrive, mais c'est rare que ça va te demander dans des hautes doses. Des fois, c'est juste suffisant pour combler le besoin alimentaire, mais chez les gens véganes. Donc, si les gens véganes ne mangent pas assez de verdure vert foncé pour aller chercher du fer, ou mettons d'autres sources, exemple d'aspiruline, peu importe, et qui ont une mauvaise digestion en plus. Donc, non seulement tu en as moins, qui est moins bien assimilé, tu l'assimiles pas tant bien au niveau digestif, ça se peut que tu ailles combler le reste au niveau supplément. Il existe différentes formes de fer. Beaucoup au niveau médical, ça a des formes sulfate ferreux parce que la molécule offre un grand pourcentage de fer. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'on parle à peu près de 32 de la molécule, c'est du fer. Aujourd'hui, on a beaucoup plus accès à différentes molécules qui ont un petit peu moins de fer, mais qui sont beaucoup mieux assimilées. Donc, même si je m'en vais un petit peu différent du sulfate, on peut aller dans le fumarate ferreux, bon, c'est 20 de fer à peu près ish, c'est pas incroyable, mais si je m'en vais dans du fer bisglycinate, ça me prend la moitié de dose du fer fumarate pour être autant efficace. Si je m'en vais dans des fers liposomales aussi, ça existe. Ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être quelques petites années, mais pas tant que ça existe. Je pense qu'il y a une compagnie sur le marché qui en vend au Québec. Honnêtement, vous n'aurez pas mieux que ça en termes d'assimilation. Fait que si tu es quelqu'un, par exemple, qui l'absorption digestive, parce que ta digestion ne va pas super bien, tu es vraiment en gros manque et tu as besoin de bonne dose. Si en plus tu es fragile des intestins parce que des formes standards de fer te font constiper, ça se peut que la forme liposomale et après bisglycinate soient les plus intéressantes pour toi. Je parlais de constipation parce qu'en fait, le concept qui est particulier avec le fer, c'est que le fer qui va être moins bien assimilé peut occasionner les effets secondaires comme les selles noires ou la constipation, par exemple. Au niveau des doses alimentaires, chez un homme, on parle de 8 à 11 mg. Chez une femme qui a ses cycles menstruels,
c'est 15 à 18 mg. Une femme qui n'a plus de cycle menstruel ou qui est ménopausée, par exemple, ça va plus être des doses comme les hommes. Pour les doses thérapeutiques, c'est souvent des doses variantes 9, soit 45, 65, 90 mg selon la source de fer qui est utilisée. Parce que dans des contextes d'anémie grave, il y en a qui sont utilisés, veut pas, en intraveineuse, des dons de sang, tout simplement. Mais dans certains contextes où est-ce que ça va être plus oral, ça va être des mégadoses, sachant que le fer n'est pas super bien assimilé. Donc, si je reviens tantôt, il y a des formes comme sulfate fumarate, c'est pas super bien assimilé. Gluconate, c'est déjà un peu mieux. Bisglycinate, c'est mieux déjà. Mais si j'ai une forme qui est mieux assimilée, puis ça va en prendre 2 fois moins pour faire le même job, c'est quand même très intéressant parce que les formes dites chélatées, donc un minéral associé avec un acide aminé, comme le fer bisglycinate qui est associé à de la glycine qui est un acide aminé, c'est 2,5 à 3,4 fois mieux que des formes standards comme on voit souvent les prescriptions. Donc, je ne vous dis pas de changer votre prescription, mais si vous êtes fragile au niveau intestinal après consommation de ce qui vous a été prescrit, ça pourrait être intéressant, je avec le médecin ou le pharmacien, voir si vous ne pourriez pas prendre une dose d'une forme mieux assimilée. Auquel cas, là, il pourra faire les calculs mathématiques et des recherches pour voir quelle serait la nouvelle dose appropriée. Tantôt, je parlais du cuivre par rapport au fer, que si j'ai une dose, entre guillemets, alimentaire ou optimale au quotidien, il va être impliqué dans le métabolisme du fer. Mais si je rajoute plus de cuivre, ça pourrait nuire dans le décor. Cependant, la seule chose qui peut améliorer l'absorption du fer, et ce, sans l'ombre d'un doute, c'est la vitamine C. Donc, je ne te dis pas de prendre 10 grammes de vitamine C, mais selon certaines études, les doses optimales, on suggère à peu près 500 mg. Dans tes complexes de fer, ça se peut que tu vois un peu de vitamine C, mais c'est rare que ça dépasse 10 mg. Donc, juste pour dire, c'est pas grand-chose. Si on parle de l'iode maintenant, l'iode, ça devrait pas être trop long comme sujet parce que, pas que c'est pas important, en fait, c'est important, mais c'est très ciblé en général. On va souvent retrouver dans les suppléments soit des appellations dites iodine ou iodure selon si c'est alimentaire ou un sel synthétique. La seule nuance qui est importante, je dirais, à mentionner, c'est que si j'ai un sel, exemple un iodure de potassium, l'absorption ne sera pas la même que si j'ai un iode extrait d'un algue de varech. Par exemple, aux États-Unis, je pense qu'il y a un produit qui est la solution Luga, je me rappelle bien de son nom, qui est quand même assez populaire dans les contextes de maladie auto-immune thyroïdienne, parce que je pense qu'il y a 1 ou 2 études à l'appui clinique, mais c'est vraiment très, 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 très court. Je pense que c'est même pas un mois les durées d'études. Qu'est-ce qu'il y en a? Mais c'est utilisé à méga dose parce que c'est des formes qui sont non seulement moins bien assimilées, mais qui, dans leur fonctionnement, se distinguent de l'iode, je veux dire, alimentaire, parce qu'ils vont comme bloquer les récepteurs au niveau immunitaire. Je n'embarquerai pas dans les détails, mais c'est ce qui fait qu'au niveau de la modulation immunitaire dans les maladies auto-immunes, ça semble être intéressant, mais c'est très court terme les études, donc à voir. Mais sinon, c'est une base régulière, ça va être souvent des extraits d'algues, exemple de varech que vous allez retrouver sur le marché dans les suppléments. Et si, au niveau alimentaire, vous n'avez pas déjà atteint 150 microgrammes, ça va être souvent 150 microgrammes ou des doses de 50 microgrammes 3 fois par jour qui vont être indiquées d'iode pour compenser le manque alimentaire. Dans certains rares cas de carence, des fois, vous allez avoir des compagnies qui vont indiquer plus, par exemple de 150 à 250, voire jusqu'à du 900 dans des cas. Mais habituellement, c'est souvent de 150 et 300 que vous allez retrouver. Donc, quelqu'un qui mange pas de fruits de mer, pas de poisson, pas d'algues et qui, en plus, ne se sale pas parce que dans le sel de table standard et non les autres sels comme Himalaya ou autres, il y a juste dans le sel de table qu'il y a de l'iode parce que le gouvernement, dans les années 40, ont fait rajouter de l'iode dans le sel de table parce qu'il y avait trop de gens qui souffraient de goitre associé à une carence en iode. Donc, c'est pour ça qu'on parle, si vous ne salez pas, en plus, ben, l'iode, ça peut être intéressant de décor. Par contre, seule petite mention, c'est que si vous souffrez d'une maladie auto-immune ou d'une hyperthyroïdie, tenez-vous-en juste aux doses alimentaires. Donc, c'est 150 microgrammes ou moins en supplément, parce que sinon, ça se pourrait que vous aggraviez possiblement votre cas. Magnésium, s'il y a bien quelque chose qu'on peut en parler pendant,
sais pas combien d'heures, magnésium. Selon les auteurs, on va souvent dire entre 300 à 800 fonctions que ça fait par jour, que ce soit beaucoup en lien avec le stress, le sommeil, la tension artérielle, la glycémie, le bon fonctionnement musculaire et autres de ce monde. Cela dit, il y a juste les allégations d'électrolytes et de bon fonctionnement musculaire, si ce n'est pas aussi des carences de magnésium que Santé Canada permet les allégations. Donc, quand vous vous dites, ben, je vais chercher un magnésium, parce que j'ai entendu dire que c'est bon pour mon stress et mon sommeil, puis vous n'en trouvez pas que c'est écrit dessus, c'est normal, c'est parce que Santé Canada ne le reconnaît pas. Si c'est écrit dessus, c'est parce qu'il y a un autre ingrédient pour lequel cette allégation-là le permet. Le magnésium, les formes de magnésium, c'est un peu comme les formes de calcium. Il y a des formes qui vont être bien absorbées, il y a des formes qui vont offrir des bonnes quantités, puis le mélange, beau mariage des deux est plutôt assez rare. Un peu comme pour le calcium, la plupart des études faites sur le magnésium à l'époque, c'était faites sur des formes, exemple, oxyde ou carbonate. Donc, c'est le même problème que le calcium, c'est des formes très mal assimilées. Aujourd'hui, on réalise qu'il y a des formes beaucoup mieux assimilées. Si on a des formes un peu plus acidifiantes, comme le citrate, par exemple, ça va mieux tolérer au niveau digestif. Mais si je veux vraiment une meilleure assimilation, j'ai des formes chélatées. Donc là, on va retrouver, par exemple, du magnésium bisnate, magnésium taurate, magnésium thréonate, et ci et ça. Je dirais que rapport quantité de magnésium, absorption, prix, magnésium bisglycinate, c'est probablement le choix le plus versatile. En plus, c'est que le côté glycine associé au magnésium, il y a un effet calmant. Donc, j'ai peut-être pas des méga doses de glycine, comme on pourrait voir certaines études qui suggèrent que 3 grammes par jour de glycine en supplément va aider à un meilleur sommeil. Mais si je prends du 200 à 400 mg de magnésium, ben, ça se pourrait que j'ai quand même une certaine quantité de glycine. Peut-être pas 3 grammes, mais peut-être environ la moitié au mieux. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que je peux en avoir dans le décor. Au niveau de la supplémentation, c'est encore une fois beaucoup pour pallier le manque nutritionnel. Le manque nutritionnel, malheureusement, ça s'applique à environ une personne sur trois estimée dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens ne mangent pas assez de légumes, sont trop stressés, ne dorment pas assez bien, sont inflammés, carencés en vitamine D, ce qui peut nuire à l'absorption du magnésium. Au mieux, en plus, si tu fais du sport en disant que c'est bon pour ta santé, ben, ça augmente tes besoins en magnésium. Donc, tout ça ensemble peut faire en sorte qu'il y a des gens qui en manquent. Habituellement, on va dire 350 mg pour une femme, 450 pour un homme. Puis si tu fais du sport dans le décor selon ton intensité, ta durée, ta fréquence, on peut rajouter un 10 à 20 quotidien par jour en plus, ce qui peut représenter un 50 à 100 mg supplémentaires. D'ailleurs, au niveau de la supplémentation, la plupart des études se trouvent entre 100 et 600 mg. 600, en général, ça a souvent des formes moins bien assimilées comme le magnésium oxyde, mais règle générale, c'est souvent 200 à 400. Donc, c'est pas rare de voir, par exemple, des études sur le stress et le sommeil à 250 puis 300 mg de supplémentation par-dessus l'alimentation standard. Le dernier bémol que j'apporterai au niveau du magnésium, c'est que les gens qui veulent du magnésium pour soutenir la santé intestinale, et j'apporte une précision, pour avoir un effet laxatif, entre guillemets, ça va de par les formes moins bien assimilées, parce que le magnésium non assimilé va avoir un effet un peu plus irritant laxatif. Donc, c'est pour ça que les gens qui prennent du magnésium oxyde, chlorure ou sulfate interne, euh, moins pire avec le citrate, mais légèrement quand même, peuvent voir une amélioration au niveau du transit si c'est trop lent. Mais ce n'est pas quelque chose que je conseille sur le long terme pour ton problème de transit. Ce serait surtout de consulter et voir pourquoi tu as un problème de transit. Mais chez certaines personnes, de façon éphémère, peut être intéressant. Sélénium, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais grosso modo, c'est quelque chose qu'on va beaucoup conseiller dans les contextes de maladie auto-immune thyroïdienne. Sinon, si tu manges moindrement 4 noix de Brésil par jour, je veux dire, tu es censé avoir une dose alimentaire qui est là. 200 microgrammes, c'est la dose pas mal la plus commune que vous allez retrouver sur le marché. Attention, par contre, le sélénium, la dose tolérable slash toxique sur le long terme est 400 microgrammes. Donc, si vous avez tendance à manger les noix de Brésil puis vous vous supplémentez en plus,
peut-être à court terme, ça va aller, mais sur le long terme, je slaquerais sur un ou l'autre. Idéalement, je préconise tout le temps au niveau alimentaire. Zinc, un peu comme le magnésium, beaucoup de choses à dire, mais je dirais simplement que les formes les plus assimilées, c'est les formes bisglycinate, picolinate, puis après citrate. Puis je te en ordre décroissant. Les études les plus communes vont beaucoup être sur les formes, euh, si je me rappelle bien, c'est sulfate puis citrate. Puis au niveau des doses, on parle d'à peu près 8 à 11 mg par jour pour un besoin alimentaire. Les besoins thérapeutiques vont grandement varier selon ce qu'on recherche. On voit des effets, par exemple, dans les alentours de moins de 35 mg. Donc, mettons 25, c'est à peu près ça. Au niveau de la peau, de l'humeur, santé métabolique. Mais pour tout ce qui est santé immunitaire, pour laquelle le zinc est probablement le plus populaire dans ses bienfaits, ça dépend du contexte. Si c'est un contexte, exemple, rhume, grippe ou quelque chose d'aigu, les études suggèrent 75 mg au moins par jour. Par contre, ça va de très court terme. Surtout que 40 mg, c'est la dose tolérable à partir de laquelle on peut commencer à avoir des effets secondaires. Je fais un petit bémol, en fait deux petits bémols. Tantôt, je parlais du zinc cuivre. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont étudié le ratio optimal entre les deux. Puis surtout, les effets de compétition suggérés, c'est beaucoup annoté dans des méga doses de zinc pendant des mois. Fait qu'à un moment donné, de savoir c'est quoi qui est sécuritaire sur le long terme. Si vous avez un ratio d'à peu près 6,25, 12,5 zinc pour un cuivre, ça va. Donc, mettons, ce qui veut dire que 5 mg de zinc, 0,8 mg de cuivre, ça va. 20 mg de zinc, 1,6 de cuivre, ça va. 25 de zinc, 2 de cuivre, ça va. Ça vous donne une idée. Si, en fait, je fais une mention, il y a un effet de compétition entre zinc, fer, calcium, magnésium au niveau intestinal. Ce qui veut dire que si vous vous supplémentez en bonne dose, espacez-les. Si vous avez, mettons, calcium, magnésium, une capsule de chaque, pas la fin du monde. Par contre, si tu es anémique, puis tu prends du fer, puis tu prends un 25 mg de zinc dans le décor en plus, déjà ça, c'est suffisant pour nuire à l'absorption du fer. Donc, si tu es en contexte d'anémie, ben, tu es en train de te nuire. Fait que, si ce n'est pas un besoin alimentaire, des petites doses, pas si pire que ça. Si tu es en carence de magnésium, si tu es en carence de calcium, si tu es en carence de zinc, puis tu es en carence de fer, ça va être plate à entendre, mais je te conseille 4 prises séparées, un de chaque par jour. Puis ça, c'est si tu ne dépasses pas les doses de façon exagérée pour être capable de bien les assimiler. Je vais sauter un peu le sujet sodium-potassium parce qu'il y en aurait très long à dire, mais très résumé, je dirais, les études, les résultats sont très mitigés. C'est très difficile à contrôler au niveau supplément, dans le sens que le sodium, au niveau mortalité, c'est un peu une relation en U. Selon les études, on suggère entre 2 à 5 grammes par jour de sodium, mais les institutions vont dire 2,3 grammes en descendant. Parce qu'ils réalisent que si on en donne plus, ben les gens qui sont déjà en mauvaise santé, ça peut accentuer leurs problèmes. Which is kind of true. Mais est-ce que ça cause sodium ou c'est parce que tu fais de l'inflammation chronique, tu as un paquet de problèmes, puis tu es carencé en potassium? Puis le potassium, la meilleure façon de le prendre, c'est au niveau alimentaire. Parce que si tu le prends tout seul en supplément, haute dose, tu peux faire malaise cardiaque. Mais si tu le prends tout seul en petite dose, ça sera trop fait pour vraiment avoir un effet. Sinon, coupe ça très court pour le temps qui me reste. Le bord, on va l'entendre beaucoup parler au niveau de la santé osseuse, mais attention dans les contextes de cancer, informez-vous. Des fois, il y a des études qui suggèrent que ça peut être bon, d'autres qui vont dire à éviter. Et la silice, qui va être intéressante tant au niveau collagène, santé des os, peau, ongles, cheveux. On va beaucoup avoir soit de l'acide orthosilicilique, de la prêle ou du bambou qui va être très bon. Ici, c'est des formes de roche, c'est très mal assimilé. Donc, encore une fois, informez-vous. Ça peut valoir la peine de mettre le budget à bonne place pour un bon produit. Des fois, tu en as des pas chers de bambou ou de prêle, mais des fois, des bonnes formes vont coûter plus cher. Donc, dépend de votre cas à discuter. C'est ce qui est intéressant pour vous. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous et à la prochaine.